Bienvenue à tous, il est 17h, heureuse de vous accompagner pour cette dernière ligne droite du mois sacré du Ramadan, qui est passé trop vite d'ailleurs. Et oui, c'est la dernière émission de ce mois béni. Nous serons ensemble pour près d'une heure de temps pour parler d'accidents domestiques qui augmentent malheureusement durant cette période de l'année. Si vous avez toujours pensé qu'à la maison vous étiez protégés ainsi que vos enfants, eh bien sachez que ce n'est pas le cas. Car oui, les accidents domestiques, appelés également accidents de vie courants, sont la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, selon l'OMS. Brûlures, chutes ou encore inhalation de produits dangereux, ce genre d'accidents ont tendance à doubler pendant le Ramadan, malheureusement. Avec mes invités, on parlera de comportements dangereux et de cette baisse de vigilance pendant le Ramadan. Peut-on prévenir, voire réduire le risque de se brûler, de se blesser ou encore d'avoir des accidents pendant ce mois sacré? C'est la question à laquelle on tentera de répondre avec mes invités. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir le professeur Abchiche Mohamed Ouarmdan. Vous êtes chef de service à la clinique des brûlés Pierre et Claudine Chollet à Alger. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir monsieur Eid Hammou Mohamed Ouamar. Vous êtes formateur en premiers secours au Croissant Rouge algérien. Bienvenue. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et j'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, le professeur Mustafa Yarkoubi. Vous êtes chef de service chirurgie orthopédique et traumatologie à l'hôpital de Ben Aknoun à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Sahar Mdankoum. Sahar Mdankoum, professeur Sahar Mdankoum à vous tous. On y est presque à la fin. Alors c'est une thématique récurrente maintenant, on en parle chaque année, l'augmentation des accidents domestiques, l'augmentation des accidents d'une manière générale, parce qu'on parlera également des accidents de la route, malheureusement, qui ont tendance à doubler pendant cette année. C'est à se demander justement, est-ce que finalement on peut prévenir ou réduire le risque de se brûler ou de se blesser pendant ce mois sacré? Qu'en pensez-vous, professeur Abchiche? Donc on le répète et on le répétera tout le temps, la brûlure c'est comme un problème de santé publique. Oui. Donc on se brûle, nous, à la clinique centrale, le service il est archi-com pendant toute l'année. Et au moment du mois de carême, malheureusement, les statistiques augmentent. Si je peux vous donner quelques chiffres, déjà l'année passée, on a eu à la du Ramadan 2019, on a eu 219 cas, dont 28 hospitalisations. Et à la mi-carême de cette année, on a 226 cas, dont 11 hospitalisations et malheureusement 6 décès. Oui. Donc c'est ce qui fait que ça s'aggrave encore plus. Et si on va voir qu'à la fin du mois de carême, le chiffre sera le même, si ce n'est pas plus. Mmh. Oui. Alors pendant ce mois, on parle des accidents domestiques, on parle des accidents de la circulation, on parle de victimologie, parce qu'il y a beaucoup de bagarres aussi malheureusement pendant ce mois sacré. On va revenir là-dessus. Que ou qui doit-on incriminer? Tout d'abord, vu qu'on est Ramadan, on va dire que Siam et tout qui fait ça. Mais je pense que c'est les montagnes. C'est plutôt les mauvaises habitudes, voilà, on va dire. Oui. Voilà, c'est les mauvaises habitudes. Maintenant, nous, en tant que Croissant Rouge, on essaye de faire la prévention. On fait un programme de 1 million de secouristes. Ça veut dire comme ça, même s'il y a des bagarres dans la rue, il y aura toujours un secouriste entre eux qui va essayer de faire les premiers gestes. La moindre des choses qu'il peut faire une bonne alerte pour appeler la protection civile ou bien les secours spécialisés pour essayer de diminuer les risques qui peuvent arriver à la victime. Professeur Yarkoubi, sur la même question, qui ou que doit-on incriminer finalement? Parce que quand même, quand on comprend concrètement ce que c'est que le Ramadan, en principe, c'est un mois de sérénité, de piété, de santé, de maîtrise de soi justement. Absolument. Mais quand on voit finalement la réalité des choses, c'est juste le contraire. Que doit-on ou qui doit-on incriminer finalement? Absolument. Si on en est là. Tout simplement, il faut parler des habitudes, de nos habitudes, oui. Parce que c'est comme ça, en fait. Vous savez, tout ce qui est en rapport avec l'accident. L'accident, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un événement qui arrive en une fraction de seconde. C'est-à-dire, c'est incontrôlé et ça arrive comme ça, brutalement. C'est un problème, de manque de vigilance. C'est que l'être humain, qui est normalement censé avoir des réflexes,
réflexe de protection, et aussi la compréhension du geste. Quand on fait un geste, on le comprend et on sait quels sont les risques. Quand quelqu'un ne dort pas suffisamment, quand il est fatigué, quand il a beaucoup de choses à faire, quand la concentration n'y est pas, tout ça, ce sont des éléments favorables à tout ce qui est en rapport avec l'accident. Entre autres, l'accident de la circulation, l'accident de la voie publique, l'accident de travail. De vie courante. Travail aussi. Quelqu'un qui n'est pas concentré, tout ça, qui travaille avec des choses où il y a un risque d'utilisation de matériel tranchant, à titre d'exemple, et tout ça, ce sont des choses où on incrimine plutôt l'être humain. Il est responsable de ce qu'il est en train de faire, de sa vie. Pas le ramadan. Pourquoi le ramadan ? Le ramadan, il n'y a pas l'obligation de veiller. Il n'y a pas l'obligation de ne pas dormir suffisamment. C'est ça. Il n'y a pas tout ça. Donc moi, je dis tout simplement, c'est en rapport avec nos comportements. C'est le comportement de l'être humain qui est responsable. Il n'est pas uniquement responsable de sa personne, il est responsable de sa famille aussi. Puisqu'on parlera qu'il y a des victimes qui n'ont rien à voir. Les enfants, absolument, quand on voit un nombre important d'enfants hospitalisés pour des qu'est-ce qu'on hospitalise? C'est des brûlures graves, mortelles. Mortelles, on parle de décès, justement. Il y a des décès et tout ça. Et là, vous voyez un peu les choses. C'est que je pense que le ramadan n'a rien à voir. Absolument, c'est une mauvaise compréhension du ramadan ou de l'esprit du ramadan. Professeur Yacoubi, justement, professeur Apchiche disait que la constatation cette année encore est d'autant plus grave, parce que vraisemblablement les brûlures n'augmentent pas uniquement en nombre, mais aussi en gravité. Est-ce que c'est le même constat que vous faites également dans votre service, c'est-à-dire en traumatologie? En traumatologie, alors nous avons 3 cas de figure, si je me permets. Et c'est toujours les enfants qui sont des victimes. Donc vous avez la première des choses, c'est tout ce qui est en rapport avec les traumatismes de la main. Vous voyez, quand vous avez donc la maman les robots, les hachoirs, qui fait sortir des appareils électroménagers pour faire je ne sais pas combien on est obligé d'avoir je ne sais pas combien de plats. Et là, à ce moment-là, vous laissez ces appareils. Et parfois, on constate que ces appareils ne sont pas sécurisés. Je ne sais pas. Alors avant, on voyait, quand ma maman préparait les trucs, le robot n'était pas facile à l'utiliser. Il y avait des trucs de la sécurité et tout ça. Mais maintenant, apparemment, avec les appareils récents, les appareils modernes, qui devaient être maintenant sécurisants aussi, c'est pas le cas. Donc, en termes de chiffres, professeur Yacoubi, on va revenir sur la sensibilisation justement et l'usage ou le mauvais usage justement de ces appareils. En termes de chiffres, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu plus de blessés? Oui, plus de blessés. Bon, les enfants généralement, en fait, les enfants. On peut les recevoir comme ça, sauf si des cas d'amputation, tout ça. Heureusement, on n'en a pas vu, alors qu'il y a quelques années, j'en ai signalé, je ne sais pas si vous vous rappelez, de l'enfant qui a perdu tous ses doigts. Les enfants, en fait, généralement, sont pris en charge en CCI, en chirurgie infantile. C'est beaucoup plus les mamans qui se blessent juste avant le phtor, c'est une demi-heure, à la rupture, à la rupture du jeune, qui se blessent avec des couteaux ou bien avec des appareils. Et là, le problème aussi se pose parce que parfois, ils ne viennent pas en urgence. Ils viennent plus tard. C'est quand on constate qu'il y a un déficit au niveau de la mobilisation des doigts et tout ça. Et là qu'on découvre qu'il y a une lésion d'un élément noble, notamment le tendon, le nerf, ou parfois même, quand on se fait écraser un doigt et on ne consulte pas, il y a des risques que ce doigt donc nécrose et ça devient donc plus tard un geste qu'il faut donc amputer le doigt. Oui. On a vu que c'était effectivement, il y a un chiffre qui est beaucoup plus important comparativement à l'année passée. Là, je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites que les chiffres ont augmenté. Oui, c'est terrible quand même. Alors, est-ce que c'est la fin finalement d'une conviction? Je le disais en préambule, professeur Apchiche, quand on dit parce qu'on a tendance quand même à croire que la maison serait l'endroit le plus sûr. Finalement, c'est pas vrai, c'est un leurre. C'est un endroit très dangereux, notamment la cuisine. Oui. Pour dire aux gens qui nous regardent qu'il faut faire attention quand un enfant est à la maison, il faut faire attention justement. Malheureusement, c'est le constat qu'on a fait à plusieurs reprises, c'est que la cuisine est une zone très dangereuse, surtout pour les enfants.
Donc, surtout en mois de carême, où toute la famille se concentre dans la cuisine, où ceux qui préparent les mets, ils essaient de faire 2-3 mets pour que ça soit prêt à l'heure fixe. Et mettre de l'huile, de l'eau, la fameuse tabouna et les enfants qui sont juste à côté, les accidents arrivent. Il faut savoir que tous les accidents qu'on reçoit, on les reçoit généralement à l'approche de la rupture du jeûne. Oui. Et là, on voit beaucoup de brûlés graves. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, et on a constaté qu'il y a une nette augmentation des accidents, et le chiffre que je vous ai donné, c'est pour la proximité d'Alger, c'est pas national. Donc les malades qui viennent des alentours d'Alger. Donc le chiffre a augmenté et la gravité a augmenté. Tout à l'heure, si vous voulez. C'est ça, voilà, justement, qui est un peu triste, hein, c'est que c'est pas uniquement en termes de chiffres, mais même en termes de gravité, puisque vous parlez de décès cette année carrément. Là, si vous voulez, on en parle maintenant. Bien sûr. On va développer plus tard, après le reportage, justement. Alors, est-ce que le Ramadan, finalement, on peut dire finalement que le Ramadan est un pourvoyeur? Est-ce qu'on voit plus, j'imagine que vous allez le confirmer, plus de brûlures, plus d'accidents domestiques, plus d'accidents aussi sur la route? Je pense qu'il y a eu même un bénévole parmi les vôtres qui a été renversé sur les routes, malheureusement. C'est triste de le dire, mais qui est décédé sur les routes carrément en faisant du bénévolat, en distribuant des repas pour les usagers de la route. Exactement, il est mort, Mskin, Allah yarahmou. C'est un bénévole de chez nous, de Chelef. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un accident. L'accident peut arriver n'importe où, à la maison, sur la route, quand on est dehors. Pendant le Ramadan, vous travaillez plus? Vous pensez qu'il y a plus d'accidents? Vous le constatez? D'après ce que j'ai vu, oui, il y a plus d'accidents. Parce que pendant le Ramadan, on est en train de mélanger les précipitations. Il y a beaucoup de précipitations, surtout à la maison, la cuisine, avec les enfants. La maman qui est à la cuisine, elle entre avec les plats et tout, elle est un peu dépassée, du coup elle n'a pas assez de temps avec les enfants et un accident est vite arrivé. Voilà. Quel genre d'accident que vous voyez le plus? Pendant le mois de Ramadan, c'est beaucoup les brûlures. D'accord. Les brûlures dues à l'huile, tabouna comme il a dit le docteur, l'eau chaude aussi pour les enfants. C'est les brûlures qui sont, je pense, numéro 1 les brûlures, les accidents. Oui. On va voir justement un reportage qui revient sur les brûlures. C'est un reportage qui a été tourné chez vous, professeur Abchiche, au niveau de la clinique Pierre et Claudine Chollet à Alger. Regardez, c'est un reportage signé Amélie Seridel. Né au mois de Ramadan, les accidents domestiques enregistrent une augmentation remarquable. De plus en plus d'enfants sont admis à l'hôpital pour des brûlures qui peuvent aller du 1er au 3e degré. Et ce, malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Chaque année, on fait des émissions de sensibilisation, mais on est un peu sceptique, ça ne donne pas tellement de résultats, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a reçu 225 brûlés. Donc ça fait le 12e jour du mois de carême, dont 18 hospitalisés. Il suffit parfois d'un moment d'inattention. Résultat, des enfants en état critique. انا مغليه بسينه تعمى راح نغسل في حوايج الماشينه هو هاك اللور لقاته هي طاح فيها ما متغلي كنت نلعب برا طلعت الكوزينه تحت في البسينه أرغية ذا أمي كي ترغي سي بونطوفلي أباش ضاع القاع جبدت التيو تاع الغاز انقلبت عليه المغلة تاع الزيت جاتو نضرب بزاف في ظهره ويدو. Donc c'est un cas d'accident domestique. Donc ça s'est arrivé à la cuisine. Donc il marchait en reculant. C'est un mode classique de brûleur par ébouillantement. Donc il est tombé sur le réservoir d'eau chaude. Maintenant, ça fait 17 jours. Il est en phase de détertion, de nécrose et de bourgeonnement. Donc il va subir une greffe cutanée par la suite au niveau de son bras et l'avant-bras. Dans de pareils cas d'urgence, il est primordial d'adopter les bons gestes. Donc si je me résume, la prévention doit être primaire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut faire sur les lieux de l'accident,
qu'est-ce qu'il faut faire en urgence, l'adresser au médecin. Le médecin jugera de l'importance, de la gravité de la brûlure pour voir éventuellement s'il faut l'hospitaliser ou pas. S'il l'hospitalise, la perfusion est primordiale, faire la réanimation qui est connue par tous les médecins. Et enfin, la prévention tertiaire, parce qu'il faut savoir que la brûlure ne s'arrête pas à la cicatrisation, mais malheureusement. Ça traîne la troisième phase, c'est les séquelles. Donc c'est des malades qui ont des séquelles au niveau des mains, au niveau du visage. C'est des séquelles qu'il faut opérer à chaque fois jusqu'à la fin de la croissance. Donc ça pour vous donner une idée générale de la brûlure. La prévention reste la meilleure façon de limiter ces accidents. Elle passe par l'élimination des facteurs de risque dans les foyers, mais également et avant tout la surveillance des enfants. Alors ce sont des images terribles. On parlait à l'instant, professeur Apchiche, juste avant le reportage justement, du danger justement de la cuisine. Quand on voit aujourd'hui des enfants qui en font un terrain de jeu, qu'est-ce qu'on peut dire finalement ? Donc, ce n'est pas leur place, tout simplement. Ce n'est pas leur place. Donc le message qu'il faut qu'on donne de ce plateau, c'est la prévention primaire, c'est ne pas se brûler. Pour ne pas se brûler, il faut éviter tous les lieux où ce genre d'accidents peuvent survenir. Donc, éviter de laisser les enfants rentrer à la cuisine, surtout au mois de carême où tout le monde est accumulé à l'intérieur de la cuisine. Pour éviter déjà de se brûler, une fois brûlé, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Une fois brûlé, les gestes à faire, c'est d'enlever les vêtements et de refroidir la brûlure. Comment faire la différence déjà, professeur Apchiche, parce qu'on a vu tout à l'heure quand même des enfants littéralement, c'est terrible de le dire, mais ébouillantés, parce que l'un est tombé littéralement dans de l'eau chaude, l'autre dans de l'huile, c'est ce qui est juste horrible à imaginer. Comment faire la différence entre les différents stades de gravité des brûlures, parce que ça c'est important aussi. J'en arrive. Donc déjà au départ, c'est de faire les premiers gestes. Pour refroidir cette brûlure, parce que si on le laisse dans la bassine qui est chaude, ça va encore s'aggraver. Donc il faut l'enlever le sortir et le mettre sous une source d'eau. Il y a une règle qui est facile, on la répète tout le temps, c'est la règle des 3 x 15. Donc le mettre sous un robinet où la température de l'eau doit être à 15 degrés, à 15 cm de la lésion pendant 15 minutes. Si on fait ça déjà, on refroidit un petit peu la brûlure pour éviter l'aggravation de la brûlure sur le champ. Si on a du tulle gras à la maison, tant mieux, on peut lui faire du tulle gras. Sinon, vous prenez un tissu propre, vous couvrez le malade et vous le ramenez au dispensaire ou à l'hôpital le plus proche. Et c'est là que je vais répondre à votre question. Une fois arrivé à l'hôpital, le malade doit voir donc selon l'état, l'aspect, la brûlure, si elle est superficielle ou profonde, et l'étendue de la brûlure. Pour répondre à ce que disait notre ami professeur Yacoubi tout à l'heure, il faut éviter de mettre tout ce qui est colorant, le dentifrice, la tomate, du café, ça va aggraver le cas et le médecin, quand vous l'emmenez, ne peut pas juger de la gravité de la situation. Il ne peut pas savoir si c'est du B1 ou B2, deuxième degré ou troisième degré. Donc, une fois le médecin fait son diagnostic de la gravité, chez un enfant, une brûlure qui dépasse 10% de la surface corporelle est en danger et 20% chez l'adulte. Pourquoi ? Parce que ce que je veux insister encore une fois, on se focalise beaucoup sur la lésion et on oublie que la brûlure, c'est une perte de plasma, de liquide. Ça donne l'hypovolémie. Et c'est cette hypovolémie qu'il faut lutter dès le départ. Ça veut dire quoi, au juste ? L'hypovolémie, parce qu'en perdant le plasma, parce que c'est comme une poche quand elle est brûlée, donc il perd son plasma sur ce liquide et cette hypovolémie va provoquer beaucoup de complications. Au niveau cutané, la brûlure qui était superficielle va s'approfondir, donc elle deviendra plus grave. Au niveau de l'estomac, elle peut donner des hémorragies digestives, c'est les fameuses hémorragies de stress qui peuvent tuer le malade. Au niveau du rein, la fonction rénale, il va y avoir une insuffisance rénale fonctionnelle qui peut devenir organique. Et enfin, la plus grave, c'est au niveau du côlon qui peut donner des péritonites stercorales qui peuvent tuer le malade dans les 24 heures. Donc, pour
insister. Donc, si vous permettez. Oui, bien sûr. Donc, au début, les gestes à faire sur les lieux de l'accident, le transport. Une fois arrivé, tout médecin généraliste est habilité à faire cette réanimation, de rétablir la volémie pour éviter toutes ces complications que je vous ai données. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas banaliser en réalité, il faut consulter très rapidement. Que pour revenir au décès qu'on a eu tout à l'heure, 6 décès, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pendant les 15 premiers jours du Ramadan, c'est pratiquement 50% des hospitalisés. Alors que d'habitude, on a 1,3 à 2% durant l'année. Pourquoi ces décès? Parce que les gens se focalisent sur la brûlure, on fait le pansement et on laisse le patient rentrer chez lui. C'est ce qui est arrivé pour malheureusement un patient qu'on a reçu à la garde dernièrement. Ils avaient quel âge? Il avait 22 mois. Donc c'est un bébé. Un bébé. Donc il a été vu par un médecin à l'intérieur du pays. Je ne vais pas citer l'hôpital. Ils lui ont fait le traitement. Il rentre chez lui. Il revient 3-4 jours après dans un état lamentable. Ils ont essayé Après, ils l'envoient dans cet état. Il arrive chez nous, 500 km de route. Il était décédé à l'entrée à la clinique. Mais les gens consultent généralement, parce que ça c'est très important de rester peut-être sur aussi la prévention secondaire, la prévention plutôt primaire. Les gens consultent après une brûlure très rapidement, ou on a tendance quand même à banaliser, c'est-à-dire mettre de l'eau ou mettre ce que vous disiez tout à l'heure, de la pomme de terre ou du café et attendre. Quelle est j'ai envie de dire, les gens réagissent comment finalement devant une brûlure? C'est ce que je disais. On est conscient. Il y a des gens qui, même s'ils sont hospitalisés, ils nous demandent de le faire sortir pour le traiter avec des traitements traditionnels. Ils disent, il y a quelqu'un qui fait avec des plantes médicinales, on va régler le problème. On a beau leur insister, leur dire si c'est grave, il peut décéder. Parce qu'eux, ils ne regardent pas, ils ne connaissent pas cet aspect de la volémie. Donc pour eux, c'est la brûlure, c'est une plaie qu'il faut traiter, alors que le problème est tout autre et plus délicat que ça. Oui. Monsieur Aïthamou, alors vous faites des formations, justement, pour rester sur la prévention, vous faites des formations pour les premiers secours, justement, les brûlures y compris. Oui. Exactement. Oui. Exactement. Pour les brûlures, il a tout dit le professeur Apsis. Oui. La règle d'or des brûlures, il faut toujours refroidir la brûlure. Toujours refroidir. Vous faites ça pour qui? Les formations sont destinées à qui? Bon, la formation de PSC1, formation premier secours civique, est ouverte au large public. D'accord. Ça veut dire la première formation est au large public. Tout le monde peut venir, peut adhérer. De 18 ans jusqu'à 77 ans, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir pour assister aux formations. On s'inscrit sur un site web, ça se passe sur nos pages Facebook. La page Facebook du Croissant Rouge algérien. La première ce qu'on veut faire sur la formation, c'est beaucoup plus éradiquer les idées reçues. Les idées qu'ils ont, par exemple, une brûlure, ils mettent de la tomate, de la pomme de terre. On essaie de leur inculquer les bonnes méthodes à faire pour enlever cette mentalité de faire... c'est beaucoup plus de d'avoir les bons gestes, voilà, les bons gestes pour pouvoir sauver une vie, parce que comme vient de l'expliquer le professeur Apchiche, c'est le pronostic vital qui est engagé souvent. Professeur Yacoubi, est-ce qu'on peut parler d'un âge précis, parce qu'on parle des enfants? Est-ce qu'on voit par exemple un âge où les enfants sont blessés plus qu'un autre, un âge auquel il faudra faire plus attention, l'âge de la découverte par exemple, l'âge de découverte, c'est où que les ça enfants vont aller toucher à l'âge de 2 ans. C'est 2 ans. 4-5 ans. C'est 2 ans jusqu'à 2 ans aussi, parce que là, il y a cette... On commence à bouger. Non, c'est en fait l'utilisation de la main. Parce qu'il explore le milieu et rajouter autre chose qui est importante, c'est qu'ils imitent les adultes. Absolument. Vous voyez, une fillette, elle a envie de faire comme sa maman, faire la cuisine et tout ça, et là c'est dangereux. Et voilà, c'est un peu l'utilisation de la main, donc explorer avec la main. Donc vous avez la cuisinière, il y a le manche qui déborde de la casserole et tout ça. Il voit un truc qui déborde, c'est curieux comme chose. Et à ce moment-là, il est là. Il attrape le manche, la poignée, et il se fait renverser le contenu de la casserole qui contient forcément un liquide. Qu'est-ce qui change pendant le Ramadan, finalement? On parle tout à l'heure justement des enfants, on en voit en nombre chez vous et chez le professeur Apchiche, pour ne citer que vos deux services respectifs. Qu'est-ce qui change dans notre vie? Pourquoi nos enfants sont en danger? On l'a dit tout à l'heure, c'est en fait...
en dehors du mois où on est occupé, on est obligé de faire pas mal de choses. Et là, à ce moment-là, vous savez, c'est inné, c'est un réflexe que la maman, pas uniquement la maman, les parents, ils ont cet œil-là sur les enfants, vous voyez. Donc, quand on voit que la maman a le réflexe de sauver le petit, de l'extraire d'un truc dangereux, etc. Et bien là, ça se perd quand on est occupé, quand on a beaucoup de choses à faire. Et on n'a plus le temps de surveiller ses enfants. Malheureusement, l'endroit le plus dangereux, l'a bien dit notre ami, professeur Abchiche, c'est la cuisine. La cuisine, il y a énormément de dangers, il y a énormément de choses dangereuses. Attention aux chutes aussi. J'allais dire, justement, professeur, alors pour vous particulièrement, ce n'est pas uniquement les enfants. Les enfants, oui, les sujets âgés. Les sujets âgés. Tout simplement, pareil, à partir d'un certain âge, on doit s'occuper des sujets âgés parce que tout simplement, il faut rajouter à que les sujets âgés font le carême, et son mot. Et souvent, les sujets âgés ont 2 à 3 pathologies. Donc, ils ont des médicaments. Ils doivent prendre ces médicaments. Et quand on doit jeûner, donc ces médicaments, la posologie va un peu être différente et ça perturbe un peu. Et rajouter à ça peut-être le jeûne aussi. Le jeûne, oui, l'hypoglycémie, tout ça. Justement. Et là, ça, c'est important à rappeler, professeur Yacoubi, si vous permettez, dire que les gens à qui on déconseille de jeûner, justement, il ne faut pas qu'ils le fassent au détriment de leur santé, parce que souvent, ça donne des effets d'étourdissement ou de fatigue, et là, ils se mettent en danger. Et bien là, on rajoutera ce que vous venez de dire tout à l'heure, cette recrudescence de ces accidents. Parlant des brûlures, mon cher ami professeur Abchiche, nous, c'est de la gériatrie actuellement. On a beaucoup de sujets âgés qui glissent. Alors, c'est des glissades, c'est des accidents qui généralement se font au niveau des sanitaires. Et rajouter à ça, du point de vue préventif, je ne vois pas pourquoi mettre des dalles de sol il faut penser à faire des antidérapants pour les sujets âgés. Donc voilà, en fait, on abandonne un peu ces 2 tranches d'âge. C'est quoi les risques chez un sujet âgé, justement? Alors, pour les enfants, on a vu que c'était carrément le pronostic vital qui est engagé, qu'on pouvait perdre un rein, qu'on pouvait perdre des organes nobles, justement, après une brûlure. Alors, pour les sujets âgés particulièrement, après une chute, quels sont les risques? Pareil. Alors, les chutes, il faut savoir que on peut chuter et... Parce que vu de l'extérieur, on a tendance à banaliser, on va dire que c'est juste une plaie, c'est juste une fracture. Absolument. Mais sujet âgé, sachez que le problème, en fait, si on a à comparer entre un sujet âgé et un sujet jeune en matière de fracture par exemple du col du fémur, ou fracture de l'extrémité proximale du fémur, le sujet âgé, c'est un problème purement fonctionnel. C'est un problème où il faut opérer pour qu'il puisse marcher. Mais le sujet âgé, il faut faire vite parce que c'est un problème de pronostic vital. Aussi. Il faut les opérer parce qu'ils risquent de faire ce qu'on appelle des décompensations d'état en rapport avec les complications de décubitus, entre autres les escarres que connaît bien mon cher ami. Et tout le système, c'est une cascade, ce qu'on appelle nous une cascade, c'est des gens qui vont faire des bronchopneumopathies, des complications thromboemboliques, des problèmes au niveau des reins, des problèmes bien entendu. Et rajouter à ça, attention, les sujets âgés, il faut se méfier de ces chutes parce qu'il y a des impacts crâniens. Et on ne se rend pas compte, il y a l'intervalle libre et tout ça, des gens qui peuvent faire des hématomes extraduraux, des hématomes sous-duraux aussi, des sujets âgés, on passe à côté. Des traumatismes crâniens carrément. Attention, parce que là, on peut s'intéresser uniquement à cette fracture et oublier qu'il y avait un impact. C'est ça ce que je disais justement. C'est vu de l'extérieur, on a tendance à banaliser. Absolument. Mais le sujet âgé, il faut l'opérer rapidement parce qu'il peut très facilement basculer vers le problème de pronostic vital. Oui, absolument. Un point très important, justement, peut-être le rappeler aussi, puisque vous parrez de chirurgie, mais pas que. Consulter, même si on a tendance à croire que c'est banal. Ça, c'est très important aussi, professeur Yacoubi. Absolument. Il y a pas mal d'histoires du genre, surtout le traumatisme crânien chez le sujet âgé. Non, je parle même des coupures, par exemple, des blessures. Oui, c'est très important parce qu'en fait, la main, vous savez, c'est très fin et tout ça. Il y a plein d'éléments nobles. D'ailleurs, ça s'appelle prolongement direct du cerveau. C'est ça. C'est quasiment, vous avez un cerveau au niveau de votre main. Et quand on se blesse, on ne fait pas attention. D'ailleurs, ce qu'on dit, nous, les chirurgiens orthopédistes, les chirurgiens de la main, on dit que toute plaie, en regard d'un élément noble, est considérée comme une plaie qui a lésé au moins un élément noble. Donc, l'exploration
est obligatoire, même à tort, oui. même si on doit même s'il n'y a rien, même s'il y a rien, voilà. il faut explorer. Donc là, je reviens à votre intervention concernant ces plaies. Et ben malheureusement, on se retrouve à réparer des plaies en deuxième temps. Et là, c'est compliqué. Parce que là, ce n'est plus la suture du nerf, ce n'est plus la suture du tendon, ça sera des greffes, ça sera des interventions itératives, plusieurs interventions. Donc, c'est très important de signaler cet élément, de consulter. Oui. Monsieur Aït Hamou, justement, sur les chutes, sur les coupures aussi. Là aussi, vous faites des formations sur les premiers secours également. Bien sûr. Oui. Bien Quels sont sûr. les conseils qu'on peut donner aujourd'hui aux gens qui nous regardent, hein? Je sais que le professeur Yacoubi a pratiquement tout dit, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Nous, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? C'est quand il y a une chute, toujours faut immobiliser. Par exemple, si c'est ça. Que faire par exemple face à une fracture, parce qu'on a tendance à ne pas savoir quoi faire. Si on a une fracture par exemple du bras, on va toujours immobiliser, essayer d'immobiliser le bras avec un pull par exemple, avec une écharpe. L'important c'est d'immobiliser le bras en attendant l'arrivée des secours, bien sûr, ou bien jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Et concernant la plaie, il faut toujours nettoyer la plaie. Nettoyer, on ne sait jamais, peut-être on va trouver du café ou bien on va commencer le travail. Comme ça, quand il va arriver à l'hôpital, déjà, ils ont plus de temps pour travailler avec le patient. Alors, on parle depuis tout à l'heure de ce poids culturel. Là, je vais vous donner la parole, professeur Yacoubi. On parle depuis tout à l'heure de ce poids culturel, justement, pendant le ramadan, parce qu'on a tendance à vouloir préparer plusieurs plats en même temps, et chaud. Hein, c'est ça, peut-être, ce qui est très important à rappeler, parce qu'il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit impeccable. Alors, la plupart des accidents surviennent à l'heure de l'iftar. C'est ça, c'est votre constatation aussi? Exactement, à l'heure de l'iftar, ou bien quelques minutes avant l'iftar. Parce que tout le monde est précipité, ils veulent manger. Tout le monde est pressé. Voilà, tout le monde est pressé. Et l'accident arrive. Avec un enfant, il peut passer, il peut se brûler. Un accident de la route aussi, voilà, la plupart surviennent malheureusement au moment de la rupture du jeûne. Avec la vitesse, il commence à courir. L'accident arrive. C'est toujours les dernières minutes avant l'iftar et au moment de l'iftar. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent justement là-dessus? Ça ne sert à rien de faire vite, hein, on arrivera dans tous les cas. Professeur Apchi, justement, sur cette notion de vouloir tout poser, tout à l'heure, il le disait, le professeur Yacoubi, parce que c'est tous les soirs quand même une table bien garnie, disons-le, une table de fête. Les femmes, généralement, sont dépassées, derrière les fourneaux toute la journée, épuisées, il y a la vigilance qui manque. Et aussi, on veut tout poser chaud et au moment de l'iftar, hein, c'est-à-dire pas une minute après. Il faut que ce soit prêt au moment de la rupture du jeûne. C'est le problème qui se pose. Pourquoi on n'a pas tant d'accidents au courant de l'année? Oui. Parce qu'on peut manger à 9h, on peut manger à 10h, le problème ne se pose pas. Cette notion d'exigence, en fait, c'est ça, qu'il faudra revoir à la baisse. Le mois de carême, c'est que toute la famille doit manger en même temps et tous les plats doivent être prêts à la minute près et chauds. Donc, on demande trop. Avec l'accumulation des enfants à l'intérieur, chacun veut... Parfois, il y a des femmes qui versent justement la soupe avec le bébé dans la main. Et ça, ce qui est juste terrible, hein, parce que là, elle se brûle, elle, et elle brûle son enfant aussi. Il y a des fois, on donne carrément, pour mettre la table, on la donne à l'enfant pour prendre le récipient qui est chaud. Il y a beaucoup d'accidents de ce genre. Quand on les voit, on dit que c'est des trucs qui sont faciles à éviter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un brûlé, ce n'est pas une maladie. Ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. Un petit accident, une petite inattention, et sur toute la vie, s'il ne décède pas dans les heures et les semaines qui surviennent, il va être greffé, il va être suivi toute sa vie. Il faut dire que c'est une des blessures les plus graves, hein, la brûlure. Impossible. Parce que ça va. Si, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire ça met pas notre vie en danger. C'est après le pronostic fonctionnel aussi qui peut être, voilà, absolument, au début, qui peut être altéré. Au début, c'est le pronostic vital dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, s'il a eu de la chance, on a pu le greffer, il va séjourner des fois 2-3 mois à l'hôpital. Imaginez un enfant avec sa maman comme garde malade, surtout pendant le mois de carême. Donc la scolarité, toute sa vie bascule à cause d'une petite inattention. Et on va parler tout à l'heure, si vous voulez, des séquelles. C'est la prévention tertiaire.
Moi, je voulais parler justement du réchaud à gaz. Vous êtes passé rapidement dessus, mais c'est un point très important qu'on répète encore une fois chaque année, mais qui est très important parce que la plupart des accidents sont causés à cause de cette de cet appareil qui est Tabona. 90% des familles algériennes l'utilisent pendant le Ramadan, que ce soit pour le pain ou pour le reste. Et il est accessible aux enfants. C'est ça qui est dangereux peut-être. Parce qu'il est mis par terre carrément, à même le sol. À même le sol. Donc moi, ce que je suggère, si on peut le faire, c'est d'avoir des tabonas, mais surélevés au plan de la cuisine, de la cuisinière, de telle façon que les accidents seront moins d'importance. Et là, parce qu'on revient toujours aux habitudes, aux coutumes qu'on avait, c'est de faire, parce que la tabouna, avant, dans les campagnes, on utilisait le canoun. Donc le canoun, on ramenait le tabouna et le mettre dans un immeuble, dans un appartement, ce n'est pas fait pour la tabouna, c'est la mettre en plein air, donc quelqu'un qui a un jardin, donc c'est moins dangereux. Donc si on fait, malgré tout, on utilise cette fameuse tabouna, essayez de la surélever de telle façon qu'il ne sera pas à proximité pour les enfants. Oui, absolument. Alors il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, professeur Yacoubi, mais il est important quand même de le rappeler, les électroménagers, les robots, les hachoirs qui sont incriminés aujourd'hui pendant le Ramadan. Et ils deviennent de plus en plus nombreux, finalement, pendant le Ramadan. On sort toute l'artillerie. J'ai envie de dire... quelle est la part des personnes amputées à cause des accidents qu'on voit pendant le Ramadan? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de se faire amputer? Oui, absolument. Vous savez, les hachoirs, qui ont une vitesse, c'est des gens qui, c'est des appareils qui c'est un truc rotatoire, une vitesse très très. C'est pas comme un couteau. Un couteau, vous retirez c'est votre. Ça. Et c'est très rapide. Si une main, des doigts sont pris dedans, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance d'éviter les amputations. Malheureusement. Oui. Et surtout. Rappelons, c'est les enfants, malheureusement. C'est les enfants. Je me rappelle du cas, là, on en a parlé il y a quelques années, où un enfant, en fait, il a mis sa main dans un truc, un broyeur. La maman préparait les gâteaux, et elle broyait les amandes. C'était pour prendre un peu quelques. Ah, c'est terrible. Il a touché au truc. Il avait les 4 doigts amputés, et on a essayé un peu de lui redonner une main un peu fonctionnelle. En plus de c'est la droite, et la droite. Est-ce qu'on peut sauver ce jeune? On peut sauver sa vie, mais sa main, est-ce qu'elle peut être sauvée? La main, pas forcément. Vous savez, quand on ampute, on peut faire. Il y a des interventions chirurgicales qu'on peut éventuellement redonner un peu de l'appréhension, ce qu'on appelle l'appréhension, redonner un peu à la main, une pince, mais n'empêche. Il y a un autre côté, si vous permettez, le côté psychologique, que ce soit pour les brûlés, que ce soit une cicatrice de brûler. Un enfant qui a 2 doigts amputés, vous imaginez un peu d'impact psychologique, c'est un enfant qui va grandir. À long terme, oui. Les brûlures, attention aux brûlures au visage. Le visage, c'est le côté social de l'être humain. Même les mains, attention, les mains aussi. Donc vous imaginez un peu l'impact psychologique. Et pas uniquement le fait qu'il va subir des interventions là. On aura les moyens peut-être, et peut-être il risque un peu une période de scolarité un peu perturbée, mais attention aux séquelles. Et c'est très important. Et rajouter à ça, souvent les parents se culpabilisent. Là aussi, donc l'impact sur... Vous me tendez la perche, professeur Yacoubi, justement, vous parlez des mamans, peut-être pour déculpabiliser un peu, parce que depuis tout à l'heure on dit les mamans sont occupées derrière les fourneaux. C'est l'occasion aussi peut-être de rappeler que toute la famille a une part de responsabilité quand un enfant se blesse, ou une personne âgée aussi chute ou quoi que ce soit, c'est-à-dire un accident de vie courante. Il faut dire que toute la famille a une part de responsabilité, pas uniquement les mamans. Oui, absolument, là c'est sûr. Écoutez, vous savez, à l'étranger par exemple, normalement, ça devait se faire aussi. Quand il y a un enfant brûlé, il y a une enquête qui se fait. Il y a une enquête. Il faut voir pourquoi. Si on n'est pas en mesure de prendre en charge des enfants, vous savez qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, des poursuites. Oui, il y a des poursuites et on peut enlever l'enfant s'il est incapable de... Donc, la responsabilité, effectivement. Et je rajoute à ça, pourquoi parler uniquement de la maman? Le papa, il fait quoi?
C'est ça, quand je dis que toute la famille, c'est un peu le père, c'est un peu toutes les personnes qui sont dans cette maison. Justement, s'il y a un enfant en bas âge, on devrait être impliqué justement pour aider. Alors, on a parlé de cette notion de vigilance, Monsieur Aït Hammou. Peut-être il est important aussi de le rappeler dans cette émission, parce qu'on dit que les gens sont affairés en cuisine, mais il y a aussi cette baisse de vigilance et ce manque de sommeil. Est-ce qu'on devrait aussi, là encore, insister sur cette question justement de ne pas prendre la route, pour parler par exemple des accidents de la route, lorsqu'on n'a pas dormi ou lorsqu'on a une dette de sommeil par exemple. Exactement. Maintenant, il y a des heures de repos. Si on conduit, on a un manque de sommeil, on veut dormir, on rentre dans une heure de repos, 2, 3 heures, 4 heures, on fait une petite sieste, on dort et on reprend la route. Parce que conduire avec un manque de sommeil et une grande vitesse, c'est sûr qu'il y aura un accident. On va forcément arriver à faire un accident. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est se reposer et ne pas prendre le volant si on est fatigué. Quels sont les signes justement qui peuvent nous rappeler qu'on est en baisse de vigilance ? Est-ce qu'il y a des signes? Oui, des signes. Pendant la conduite? Oui, pendant la conduite. On peut fermer les yeux pendant 3-4 secondes. Déjà à 120 km/h, fermer les yeux pendant 3-4 secondes, c'est une centaine de mètres parcourus déjà. On est étourdi un peu. C'est les premiers signes. On sait même nous-mêmes, on sait qu'on est fatigué. À un moment donné, il faut se reposer. Oui. Professeur Abchiche, alors vous en avez parlé, vous l'avez rappelé longuement, mais quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui? Alors on a parlé bien entendu du refroidissement de la plaie. Quels sont les conseils qu'on peut donner également à côté pour les gens qui nous regardent ce soir? Donc pour la prévention primaire, on l'a dit, il faut éviter tout ce qui peut provoquer une brûlure. Donc ne pas se brûler. C'est ça. Une fois brûlé, ce qu'il faut faire sur les lieux de l'accident. On a dit refroidissement, le mettre sous l'eau 15-15-15 et le couvrir avec un tissu propre, l'emmener au médecin. Et là, j'insiste sur le médecin parce que c'est le médecin lui-même qui va poser le diagnostic de la profondeur et de la superficie. La superficie, dès que ça dépasse 10%, la vie de l'enfant est en danger, 20% chez l'adulte. Donc là, on fait même au sein de l'hôpital, des fois on s'amuse à refaire le pansement, on oublie de faire la perfusion. Et quand on a terminé de faire le pansement, le malade sera difficile à piquer. Donc dès que l'indication d'hospitalisation est posée, avoir le réflexe de poser une voie d'abord de la perfusion, parce que plus on attend, plus les veines vont se collaber, on aura des difficultés à mettre la perfusion, à faire sa réanimation. Et la réanimation, elle est connue par tout médecin généraliste. C'est une réanimation qui est codifiée, elle est faite pour rétablir la volémie qui est perdue. Au début, il faut faire passer des quantités astronomiques pour justement refonctionner le rein, etc., pour ne pas tomber dans l'effet inverse. À l'hôpital, donc pendant les 2-3 semaines, c'est des pansements qui sont codifiés, que tout le monde connaît. C'est au bout de 2-3 semaines que la brûlure devient chirurgicale, parce qu'au début, la brûlure, elle est médicale. On peut faire des pansements, ça va cicatriser sans intervention. Une fois arrivé à 3 semaines, et que la peau, parce que la superficie est trop large, donc on ne peut pas avoir une cicatrisation dirigée. Là, on fait une greffe cutanée qui consiste à enlever une partie d'une peau saine pour la mettre sur la brûlure. Et la greffe cutanée, des fois, il faut savoir quand c'est des grandes surfaces. Donc, c'est des malades qui sont amenés à être greffés 4, 5, 6 fois parce qu'il n'y a pas où prélever. Des fois, on prélève chez les parents. C'est des greffes qui sont transitoires pour 3 semaines pour justement éviter cette fuite de sérum dont je parle à chaque fois. Oui. Donc c'est ça le danger le plus important. C'est important ce que vous dites, professeur, ça peut paraître technique, mais il est important de le rappeler pour dire aux gens qui nous regardent ce soir qu'une brûlure n'est pas quelque chose d'anodin. C'est l'un des traumatismes les plus graves qu'un corps humain peut subir, et c'est un processus très long pour s'en remettre justement. Une fois la greffe terminée, si on a eu la chance de tout greffer, là commencera la phase des séquelles qui va être traînée pendant toute la croissance, parce que l'enfant, c'est pas comme un adulte. Un enfant qui est brûlé au niveau des mains, on le greffe. 6 mois après, les greffes vont se rétracter. Donc il y a des vêtements qu'il doit porter pendant 3-4 ans et l'opérer à chaque fois qu'il y a une amorce. Ça va le suivre toute sa vie parfois, c'est terrible. Et pour revenir à ce que disait le professeur Yacoubi, sur le plan psychologique et tout, c'est dramatique. C'est très lourd à prendre en charge justement. Alors, professeur Yacoubi, quel conseil aussi peut-on donner
donner aujourd'hui? Alors, en prévention primaire déjà, on a parlé par exemple de la fameuse, du tripier à gaz ou la fameuse tabona, hein, comme on le dit dans le langage courant. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les... Alors, la plupart des accidents, vous me disiez, hein, en dehors de l'enregistrement de cette émission, que la plupart des blessés également arrivent avant l'heure de l'iftar, hein, ou l'heure du soir aussi, vous m'avez dit. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on doit aménager la maison, d'une. Oui. Notamment chez les sujets âgés. Attention aux sujets âgés, la chute, c'est des personnes fragiles. C'est des personnes qui ont un os porotique. Donc, ce n'est pas un traumatisme violent. C'est généralement les chutes. Oui. Quand on a un tapis qui déborde, un tapis où on peut accrocher les orteils, on chute, on se fait une fracture. Pareil. Il faut aménager pour les sujets âgés toujours. Les sanitaires. Les sanitaires, il faut qu'il y ait des sols antidérapants. Contrairement à ce qu'on est en train de voir maintenant, il y a la tendance à enlever l'ancien carrelage qui était entre guillemets antidérapant et on met maintenant les dalles de sol qui sont très très dangereuses et rajouter à ça à l'intérieur de la baignoire. La baignoire, il faut mettre des tapis qui sont comme ça faits pour qu'il n'y ait pas comme ça de dérapage, de glissade des sujets âgés. Rajouter aux enfants, pareil. Les enfants, il faut les protéger. Les enfants, il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut pour qu'ils aient d'abord pas accès à la cuisine. On fait tout. Vous vous rappelez, je me rappelle. Un enfant, ce n'est pas sa place. La cuisine, absolument, la cuisine n'est pas sa place. Et rajouter à ça, attention, caustique. Attention aux ingestions des produits, des détergents, etc. Oui, il faut rappeler que maintenant, c'est bientôt l'Aïd. Alors, les femmes vont commencer également les campagnes de nettoyage. Tout ça, absolument. Donc, il y a des endroits où on doit interdire. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, comme j'ai pas quelques années. Avant, il y avait déjà, je me rappelle, chez moi, en fait, mes parents, la cuisine, on avait un truc, une barrière. On savait qu'elle fixait, la maman fixait une barrière, métallique qu'elle fixait, nous interdisait de rentrer et elle fermait la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, là où il y a un risque, on devait. Et on est responsable. Vous avez bien précisé la chose tout à l'heure, c'est qu'on est des adultes, on est responsable. C'est ça. On est responsable et des enfants et aussi de nos aînés, les aînés, aussi les sujets âgés, parce que les sujets âgés perdent un peu de leur autonomie et là, à ce moment-là, on est là à être vigilant vis-à-vis de tout ça. Il faut dire, peut-être pour conclure, justement, ce que vous venez de dire, professeur Yacoubi, c'est qu'un enfant est une vigilance de tout instant. Absolument. Justement, nécessite une vigilance de tout instant. Monsieur Aït Hamou, alors revenir peut-être aussi, parce que là on arrive pratiquement à la fin de cette émission pour conclure, revenir à l'esprit du mois du Ramadan, justement, rappeler aux gens qui nous regardent qu'il ne sert à rien peut-être de se précipiter, de se bagarrer aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure justement de cette victimologie ou de cette augmentation du nombre de bagarres, ce qui est juste regrettable pendant un mois comme le mois du Ramadan. Exactement. Il ne faut pas oublier que le mois du Ramadan, c'est un mois de paix déjà, premièrement. C'est un mois de partage aussi. Du coup, c'est pas un mois où il faut manger stigmate sur la nourriture et tout. Il faut tout d'abord, être bien avec sa religion. En phase. Voilà, en phase avec la religion. Un mois de paix, il faut pardonner. Si quelqu'un... faut diminuer la pression et tout. Comme ça, tout d'abord, diminuer les risques d'accidents routiers ou bien domestiques. Comme ça, ils peuvent passer un bon Ramadan, une bonne journée et tout. Oui. Professeur Abchiche, pour conclure, justement, comment prévenir les brûlures, pour terminer? Est-ce qu'on peut finalement prévenir les brûlures ou réduire le risque justement de s'exposer à une brûlure pendant le Ramadan, je précise, pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, donc, notre collègue vient de le souligner, normalement le mois de carême, si j'ai bien compris l'esprit du carême, c'est de penser aux gens qui n'ont pas à manger. Absolument. Nous, c'est le contraire. C'est-à-dire, quand arrive le mois de carême... C'est un mois pour jeûner, pas pour manger. C'est terrible. C'est-à-dire, là, on change complètement la donne. Si les gens... Je me rappelle, moi, j'étais en Kabylie quand j'étais jeune. Nos parents, que Dieu ait leurs âmes. Donc, ils continuaient à vivre le même rythme de vie.
il mangeait comme d'habitude. Le matin, il faisait son travail habituel. Et c'est ça le truc du cœur. Là, on sent réellement le besoin, la souffrance des gens qui n'ont rien à manger. L'épreuve. Parce que le ramadan, en principe, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Absolument. Mais malheureusement, donc là, on se focalise. Les gens ne dorment pas toute la nuit. Le matin, donc ils viennent au travail, tout est à l'arrêt, ça change quoi, ça choque. Donc là, le message qu'on doit donner, c'est un changement de mentalité. Les trucs, donc ne pas penser qu'à la nourriture. Absolument. Donc, le truc, éviter que les enfants soient dans la cuisine, comme l'a si bien dit notre ami Yacoubi. Et une fois l'accident arrive, savoir ce qu'il faut faire sur les lieux de l'accident, son transport. Le médecin doit jouer son jeu parce que ce qu'on a remarqué, dès qu'il y a un brûlé, on ne se casse pas du tout la tête, on le met dans l'ambulance, des fois même pas dans l'ambulance, on dit carrément aux parents, allez-y, prenez-le à Alger ou là. Et ça aggrave. Des fois, il y a des interventions pour dire qu'on a un brûlé, est-ce qu'on va le transférer? Ça ne sert à rien de le transférer dans les 15 premiers jours. C'est la réanimation qui se fait chez nous, qui peut être faite à Tindouf, à Oran ou à Tamanrassout ou ailleurs. Une fois rentré à l'hôpital, donc il y a cette phase qui est très très longue, très dure, donc il y a des surinfections, il y a des malades qu'on perd malheureusement, il y a de la mortalité. C'est les choses que les gens ne comprennent pas, c'est que la brûlure tue. C'est-à-dire on ne regarde pas la superficie, on dit non, c'est rien du tout, on va mettre de la biafine. Et là, encore une fois, donc si on arrive à sauver ce malade, son pronostic vital a été épargné, commencera les trucs de greffe et les séquelles qui doivent le suivre tout au long de sa vie. De sa vie, absolument. Alors, professeur Yacoubi, vous avez le mot de fin de cette émission. Peut-être rester aussi justement sur cet esprit du mois du Ramadan, cette sérénité que malheureusement nous peinons à comprendre. Malheureusement, finalement. oui. Je vais répéter absolument. Quel conseil finalement donner aux gens qui n'ont rien? C'est qu'il faut que cette joie, il faut qu'elle reste pendant tout le mois. Vous imaginez brutalement, ça se transforme, oui. Donc voilà, il faut en fait, il faut la responsabilité. On est des adultes, on est intelligents. C'est ça l'élément, on est intelligent, donc l'intelligence, il faut l'utiliser. Et c'est le moment où il faut utiliser cette intelligence. Si on a besoin, on dit que le corps humain a besoin de 8 heures, en fait 8 heures pour un peu plus jeune, un peu plus vieux, peut-être moins, entre 8 et 6 heures de sommeil, c'est qu'il faut. C'est pas une perte de temps, le sommeil. Oui, absolument, c'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est se ressourcer, c'est recharger ses batteries, etc. Donc vous imaginez quelque chose qui fonctionne sans batterie, c'est exactement la même chose. Et là, les dégâts vont apparaître. Et là, on va être non seulement responsable, peut-être, on va se blesser. Ça peut être pas aussi grave, mais avoir la responsabilité de son enfant et de gérer toute la vie de son enfant en se culpabilisant, ça aussi, c'est quelque chose que je pense qu'il n'y a pas aussi dur, aussi douloureux pour une personne, pour les parents particulièrement. Oui, merci beaucoup messieurs pour cette émission. Cette émission est à présent arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre les conseils de nos convives sur notre page. Je vous souhaite sahaftourkoum mais sahaïdkoum. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver vendredi prochain. À très bientôt.